Bon, le temps que on ait retrouvé les slides de la conférence, j'ai déjà le plaisir de vous dire bonjour. J'ai grand plaisir à venir vous voir. L'année dernière, je faisais encore à Sciences Po le cours de grandes questions du droit. Peut-être vous savez que cette année, c'est un cours que je n'assure plus ni sur le campus de Paris, ni sur les autres campus, que grâce à l'opiniâtreté de François Laval, vous avez encore ce cours. Je dis que vous avez le bénéfice de ce cours, pas du tout le bénéfice de moi en tant qu'enseignant, mais le bénéfice, et je le dis vraiment avec conviction, le bénéfice de le fait de réfléchir à quelques grandes questions du droit. Parce que quel que soit ce que vous allez faire par ailleurs, hélas, de plus en plus, les grandes questions du droit se posent. Et qu'il aurait été très regrettable de ne pas avoir la possibilité de se poser quelques questions. Et hélas, elles deviennent de plus en plus grandes. Et hélas, le 13 novembre, c'est pas des grandes questions du droit qu'il a posées. Ce sont des sortes de gouffres pour le droit qui ont été posés. Donc, ce que j'ai demandé à François Laval, nous nous connaissons déjà depuis longtemps, c'est puisque vous posez les grandes questions du droit avec vos enseignants, que nous puissions ensemble voir ce que ça donne, ce fait du 13 novembre 2015, confronté avec ce qu'est le droit. Donc, je ne vais pas faire une conférence technique, non. En tant que, pour ma part, je suis professeur de droit, que, c'est vrai, j'attache une très grande importance au droit, que je crois à l'importance du droit, que même j'associe civilisation et droit, que j'ai une idée très nette sur ce pourquoi est fait le droit, eh bien, je voudrais confronter ce que je crois être le droit et puis ce qui est arrivé le 13 novembre. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment, comme pour tout le monde, un terrible choc. Mais un terrible choc aussi pour le droit. Parce que ce qui est arrivé, et j'y reviendrai, c'est pas un assassinat. C'est pas la mort tragique de certaines personnes pour lesquelles nous exprimons de vifs regrets et une condamnation des assassins. Non. C'est infiniment plus grave. Et le choc, c'est aussi le droit qui le reçoit. Donc, pour des personnes comme vous, qui, je n'en doute pas, sont sensibles au droit, si nous pensons et espérons vivre encore dans ce qu'on pourrait appeler une société de droit, une civilisation de droit, nous espérons en être les enfants, les héritiers, nous espérons la transmettre. Mais là, on se dit, est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce que nous pouvons encore considérer ça? C'est pour ça que j'ai pris ce titre-là. J'ai mis
ce qui me semble être un fait, à savoir une boucherie, la boucherie du 13 novembre, et ensuite quelque chose qui n'est même pas un rapport, un slash, après quelque chose qui, pour moi, s'appelle encore le droit, mais qui, quand même, a été extrêmement pris à partie. Alors après, je suis sûre que je vais savoir le faire marcher. Mais oui, quand même dans les situations dramatiques, c'est la technologie qui va nous sauver. C'est un peu ironique, hein. Pourquoi est-ce qu'on peut penser que le droit lui-même a été pris à partie avec une extrême violence? C'est parce que, mais je me contente d'exprimer mon opinion. Vous pouvez très bien ne pas considérer ça, et puis d'ailleurs il y a plein de gens qui ne le considèrent pas ainsi. Pour ma part, j'aurais tendance à penser, et d'ailleurs sinon je ne serais pas juriste, à vrai dire, je ferais des tas d'autres choses peut-être plus amusantes, peut-être même plus intéressantes. Le droit, c'est fait pour protéger les êtres humains. Sinon, ça vaut pas la peine. Il y a des tas d'autres trucs plus intéressants, plus fins, plus cultivés, plus beaux, ou bien qui rapportent beaucoup plus d'argent. Mais le droit, c'est ce qui protège le mieux les êtres humains. Pourquoi ? Parce que le droit a inventé quelque chose d'extraordinaire qui n'existe pas, parce que le droit est capable d'inventer des choses qui n'existent pas. Le droit a inventé quelque chose qui est la notion juridique de personne. La personne, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui n'existe pas dans les faits. En tant que vous êtes un être humain, vous êtes une personne. Ça suppose deux choses en droit. Ça suppose d'abord en droit que vous-même, vous êtes unique. Dans les faits, je suis désolée de vous le dire, c'est pas vrai. Sur le marché du travail, c'est pas vrai. Vous êtes parfaitement interchangeables. On vous laissera de côté, on en prendra un autre. C'est tout. Mais pour le droit, ah non. Pour le droit, vous êtes parfaitement unique. Vous ne pouvez pas être remplacé par un autre. Vous êtes unique. C'est la première qualité que personne ne peut vous ôter, car c'est le droit qui l'a dit. La deuxième chose que le droit vous donne, vous reconnaît en tant que vous êtes une personne, c'est que vous êtes totalement égal à votre voisin. Alors ça, dire que c'est pas vrai dans les faits, c'est pas vrai. Que peut-être votre voisin, il est plus beau que vous, ou peut-être il est plus riche que vous, ou peut-être plus pauvre, il est plus vieux, il est peut-être noir quand vous êtes blanc, il est peut-être allemand quand vous êtes français, il est peut-être chrétien quand vous êtes musulman. Enfin, il n'est pas du tout votre égal dans les faits. Mais en droit, si. Donc, voilà une violence que la force du droit a imposée aux faits, car en droit, vous êtes à la fois parfaitement unique et parfaitement égal à votre voisin. Vous ne ressemblez en rien à votre voisin, puisque vous êtes unique, et pour votre temps, vous êtes totalement égal à votre voisin. Moi, je me dis, le droit, c'est merveilleux. Le droit, c'est merveilleux, parce que le droit dit « cela a toujours été ainsi, je le reconnais, je l'impose et j'interdis à quiconque de dire le contraire. » Pourtant, c'est totalement faux, mais c'est incontestable. Là, je me dis, ça vaut la peine d'être juriste. Ça vaut la peine d'être juriste, car
Qui peut dire une chose aussi splendide que ça? C'est la définition du droit. C'est la définition du droit. Sinon, le droit, ça sert à rien. Si vous croyez que le droit, c'est l'habileté des juristes pour faire en sorte qu'un montage de finances internationales fonctionne bien, écoutez, je sais pas, devenez avocat, c'est tout. Si vous croyez que le droit, c'est l'art de faire les contrats, devenez ingénieur en apprenant des codes, c'est tout. Si vous croyez que le dernier qui résistera contre les forces de l'argent, les forces musculaires de quelqu'un qui va écraser un tout petit, des forces, peu importe lesquelles, de l'ordre physique des choses, le dernier qui s'y opposera, ce sera, l'histoire l'a montré, ce sera le petit avocat, ce sera le petit juge, à la fin ce sera le droit. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 13 novembre? Cela a été dénié. Qu'est-ce qui a été provoqué d'une façon ultime? C'est le droit. Donc, quand vous prenez le fait du 13 novembre, car c'est un événement, ce qui a été dénié, c'est la définition même du droit. Donc, nous avons un droit qui est désormais sommé dans sa définition même. Et pour l'instant, les plus grands juristes disent rien, tellement ils sont assommés parce qu'ils sont anéantis par ce qui s'est passé. Et justement, on dit, tiens, à propos, je voudrais des réponses juridiques. Tiens, donnez-moi une loi de plein pouvoir. Tiens, amenez-moi la police, amenez-moi des tas de mesures techniques. Tiens, il y a plein de vides juridiques. Donnez-moi une modification de la Constitution. Donnez-moi des réponses juridiques dont, par ailleurs, ce serait par exemple de mettre de côté le droit, parce que quand même le droit, c'est tellement inefficace. Donc, aujourd'hui et maintenant, nous vivons un grand moment juridique, un moment dramatique, d'un droit qui est à la fois sommé dans sa définition même et un droit qui va devoir répondre. Donc, nous allons voir cela, le droit sommé d'une part, le droit comme réponse d'autre part. Je vais me contenter de vous dire ce que, pour ma part, je verrai comme définition, comme qualification, comme réponse possible. Ce ne sont que des opinions. Il y a d'autres personnes qui, d'abord, ont sans doute la sagesse, la prudence ou l'habileté de ne pas prendre la parole, d'autre part, qui pensent différemment et c'est tout à fait leur légitimité. Alors, tout d'abord, voyons la juste qualification juridique des faits. Car le droit, c'est un système. Le droit, c'est quelque chose de calme. Vous avez des textes. Un droit ne se saisit jamais directement des faits. Non. Parce que les faits, en quelque sorte, c'est quelque chose de très chaud. Là, dire que ça a été chaud, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais regardez votre vie quotidienne. Un divorce, c'est très chaud. Une dispute que vous avez avec votre camarade parce qu'il aurait copié sur votre copie et justement, non seulement lui, il va être exclu des examens, mais vous aussi alors que vous n'avez rien fait. Non seulement ça va être chaud avec l'administration de Sciences Po, mais ça va peut-être être chaud entre vous deux. Le droit ne se saisit pas directement des faits. Pourquoi ? Parce qu'il veut d'abord refroidir les situations. Il veut calmer les situations. Donc, il va mettre un filtre, toujours. Le filtre, c'est la
qualification. Pour que le droit s'applique, il faut qu'il fasse entrer les faits dans une sorte de boîte. C'est la qualification qui est décrite par l'article 12 du Code de procédure civile, mais ça s'applique en toute matière, y compris en matière pénale. Il faut trouver la qualification, prendre les faits tels qu'on va pouvoir les regarder dans une situation, dans une histoire, les faire rentrer dans une boîte, un contrat, un divorce, une faute. Et une fois qu'on les a fait entrer dans la boîte, vous voyez que déjà on a le temps de se calmer. Une fois que le juge leur a donné leur exacte qualification, car il leur a dit que tel ou tel fait est pertinent, alors automatiquement, parce que le législateur aura avant organisé la qualification, on va déclencher le système juridique que le législateur a attaché à cette qualification. Je vais vous prendre un exemple très ordinaire. Vous avez donné, au sens courant du terme, votre téléphone portable contre 75 € à votre camarade, mais en fait, il ne marchait pas. C'est pas bien ce que vous avez fait. Alors, votre camarade dit « Ah ben non, rends-moi mes 75 €. Tac, vous les avez déjà complètement dilapidés, vous n'avez plus d'argent. Non, là, ça commence déjà à s'échauffer. » Vous allez voir un juge. Le juge, il ne va pas ni vous donner une gifle. Non, 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 il ne peut pas. Le droit est toujours calme et cherche de calmer les choses. Et surtout, il va dire « Qu'est-ce que c'est ?» Et là, il va se dire, c'est un échange économique, un échange de volonté. Il y a eu un accord sur la chose, sur le prix, et il fera rentrer ça dans une boîte qu'on appelle contrat. Et à ce moment-là, comme le contrat, c'est prévu dans le Code civil, il déclenchera le régime juridique du droit des contrats, parce que le législateur a, il y a bien longtemps, en 1804, organisé toutes les règles du régime juridique du droit des contrats. Ça signifie quoi? Ça signifie que bien avant que vous ne vous disputiez avec votre camarade sur votre affaire de téléphone portable, bien avant, en 1804, le législateur à froid avait organisé les règles pour régler votre dispute et des milliers d'autres disputes analogues. Donc vous voyez à quel point ça refroidit et cela calme. Et sinon, le droit ne se déclenche pas. Il y a toujours ce filtre. Alors, quels sont les faits? Qu'est-ce qui s'est passé le 13 novembre? Le 13 novembre, voilà, on pourrait dire, ça s'est passé comme ça. Le 13 novembre, on pourrait dire que il y a eu, semble-t-il, je vous donne uniquement les faits pertinents, plusieurs êtres humains de concert ont agi pour exécuter ce qu'ils avaient conçu ensemble en abattant tous les gens qui étaient là. Ils ne les connaissaient pas avant, ça aurait été d'autres, ils auraient fait pareil. Donc, ils ont abattu, fait passer de vie à trépas tous les gens qui étaient là, de façon très mécanique, sans les connaître et d'ailleurs sans leur en vouloir d'une façon particulière. C'était pas particulièrement l'amant de leur femme ni leur débiteur récalcitrant, non, 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 de façon assez calme et sans grief personnel, et en disant que c'était au nom de leur Dieu. Moi, c'est ce qu'on m'a dit comme fait. Voilà les faits. Voilà les faits. Ensuite, vous avez le droit. Il va falloir connecter ces faits
et les mettre avec le système de droit, et ensuite on va déclencher le régime juridique. Est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est pas courant? Vous voyez, peu importe ce qu'en pense l'opinion publique. Est-ce que le fait qu'il y en ait une victime, 2 victimes, 100 victimes, 1000 victimes, 3000 victimes, non, ça n'a pas d'importance. Est-ce que les gens aient souffert beaucoup, pas beaucoup, terriblement beaucoup, et supplié beaucoup? Non, ça n'a pas d'importance. Le droit est très froid. Est-ce que c'est bien? Oui. Le droit ne sonde pas les reins et les cœurs, et peut-être, tant mieux, nous le verrons plus tard. Mais vous pouvez penser différemment. Mais nous le verrons plus tard. Les qualifications. Ah, c'est bien de n'être pas juriste, car quand on n'est pas juriste, paf, les qualifications, on en a plein en tête. Bon, c'est vrai que Barack Obama, il est prof de droit, donc peut-être pas, mais peut-être que ça fait longtemps qu'il a cessé d'être prof de droit. Alors, il y en a qualification qui plaît bien parce qu'elle correspond assez à ce que pense l'opinion publique. L'opinion publique se dit « ça, c'est terrible ce qui vient de se passer ». Et Barack Obama prend la parole et dit « c'est un attentat contre l'humanité ». L'humanité? Pourquoi pas? C'est ce qu'il dit. C'est un attentat contre l'humanité. Il dit, ce n'est pas un attentat particulier, c'est bien plus, c'est un attentat contre l'humanité. Bon, vous avez une autre déclaration, celle du président de l'Algérie, qui dit, déjà, il aurait une meilleure note à l'examen, car il prend une qualification juridique qui appartient au système juridique international et français. Il dit c'est un crime contre l'humanité. C'est-à-dire que l'Algérie, de façon plus récente, a connu ce type d'événement. Dit c'est un crime contre l'humanité. Discours politique, discours juridique. Et là, vous voyez bien qu'on commence à avoir 2 ordres qui commencent non pas à s'opposer, mais à fonctionner d'une façon parallèle, l'ordre du discours politique, l'ordre du discours juridique. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, de ce que peut être le droit. Quand vous voyez ce qui s'est passé le 13 novembre, nous avons des êtres humains, 7, qui ont essayé et réussi en partie de tuer tout le monde le plus possible, sans aucun état d'âme, aucun, sans distinguer personne, non, sans distinguer personne, tout le monde y passait. Les garçons, les filles, les riches, les pauvres, les blonds, les bruns, les blancs, les noirs, tout le monde. Exactement comme, je dirais, si on a une maison envahie par de la vermine, on extermine la vermine, sans exception. S'il y a, vous voyez, 1500 sauterelles qui envahissent une maison, on extermine les 1500 sauterelles. On prend une bombe et on va essayer qu'aucune n'en réchappe. C'est ce qu'ils ont fait. Cela signifie que sans en distinguer
une seule. Ils ont abattu ces êtres humains comme s'il ne s'agissait pas d'êtres humains. Ce qu'on est habitué à traiter, demander aux magistrats du droit pénal dur, des crimes d'enfants. On est habitué à des assassinats extrêmement durs. Ce sont des êtres humains qui tuent d'autres êtres humains. Pour des motifs éventuellement sordides, je ne sais pas, je vous donnerai 2 millions de dollars si vous tuez quelqu'un que j'aime pas du tout. Ou bien c'est la maîtresse de mon mari, je la hais, je vais l'étrangler. Vous voyez, on a bien des motifs pour tuer son voisin, mais on le tue toujours comme un être humain. Là, ça n'a pas été dénié. Ils les ont tués en les considérant comme ils n'étaient pas des êtres humains. Ils ont fait une boucherie. Sans état d'âme, boucher, c'est un métier comme un autre. C'est de l'extermination. Eux-mêmes ne se considèrent pas comme des êtres humains pour 2 raisons. D'abord, ils sont bien au-dessus de la condition humaine, puisque leur place est déjà au-dessus de la condition humaine. Ils sont déjà au paradis. Et il se soustrait, et nous y reviendrons, au jugement des sous-êtres que nous sommes. Ainsi, dans le fête du 13 novembre, dans leur esprit, il n'y avait aucun être humain, ni dans les victimes, qui, dans leur esprit, n'accédaient pas au statut d'être humain et donc pouvaient être toutes exterminées sans aucun problème, le plus possible, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Normal, dans une extermination, mais eux non plus n'étaient pas des êtres humains. Il n'y avait plus personne. Et là, quand vous définissez le droit comme étant tout ce corpus de règles, de principes, d'institutions qui est là pour protéger les êtres humains grâce au statut de personne, vous êtes sidéré puisque vous êtes face à un événement qui a pour socle la négation totale de l'idée de personne. Là, vous avez une qualification juridique qui mériterait d'être celui de boucherie. Cette atteinte fondamentale à la notion de personne, c'est une atteinte fondamentale à la notion de civilisation. Parce que, de la même façon qu'il y a cette haine de la civilisation qu'on voit quand ils abattent Palmyre, et peut-être que vous avez lu le livre de Paul Venn, Pitié pour Palmyre. Palmyre, c'est leur civilisation, mais peu importe, puisque eux-mêmes ne sont pas des personnes, donc eux-mêmes peuvent tuer leur civilisation. C'est l'idée de civilisation qui doit être détruite. Ce qui est détruit
ici, c'est l'idée de personne. C'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Que vous allez garder en mémoire, la phrase est si belle, si inexacte, si fondamentale, que seul le droit pouvait l'imposer dans un acte de civilisation. Les hommes naissent et demeurent égaux en droit. Ça, ils ont pris par leur comportement un grand trait et ils l'ont barré. Et là, vous avez le fait que par cette simple phrase, une sorte d'apogée de civilisation, à travers ce cœur du droit qu'est la personne, ils ont dit non. C'est assez simple. Vous dites non. Non, non. Nous ne sommes pas nés égaux en droit. Non. Non. Je ne vous reconnais pas comme une personne. Vous êtes quoi? Une vermine, tiens à propos. Je vous tue tous. Ah non, vous ne pouvez pas. Comment ça, je peux pas? Mais si. J'achète des fusils. Je vais dans une salle de spectacle et puis de toute façon, je vous tue tous. Vous pouvez être ce que vous voulez, je m'en fous. De toute façon, je vous tue tous. Je le peux. Non, c'est inconcevable. Mais et alors? On peut faire l'inconcevable. C'est ça qui est terrible dans une civilisation. C'est que dans un système civilisé, dès l'instant que c'est inconcevable, on ne le fait pas. Mais quand vous avez une barbarie absolue, un barbare absolu, c'est celui qui fait ce qui est inconcevable. Et ça, c'est arrivé une fois dans l'histoire. Et la deuxième fois, ça a été le 13 novembre. Et on va revenir sur l'autre fois où c'est arrivé. Que faire? Que faire? Est-ce que vous comprenez bien à quel point on est, en tant qu'on était habitué au fait que tous les êtres humains sont des personnes, qu'on savait bien que éventuellement, quelqu'un qui nous déteste beaucoup pourrait nous assassiner, mais enfin nous assassiner en tant que nous serions assassinés, en tant que nous resterions une personne. Mais il nous était inconcevable qu'on nous tue comme un insecte, qu'on nous tue comme une vermine, qu'on nous tue comme un pou, et de toute façon, tous. Oui, puisque c'était inconcevable, c'était impossible. Eh ben non. Alors, du coup, maintenant que le droit est à ce point au pied du mur, puisque ce qu'il avait institué, l'idée que tout être humain est une personne et que donc on ne peut pas le toucher autrement que comme une personne, c'est-à-dire peut-être être tué, mais tué en tant que personne. Une fois qu'on a fait ça, que peut-il répondre? Et là, c'est là où arrivent les preuves. Les preuves au sens, dans tous les sens du terme. Nous allons voir si le droit arrive à résister. Nous allons voir, je dirais que c'est peut-être pas gagné. Quand j'entends certains trucs, je me dis, c'est pas gagné. Car ce qu'il faut faire, et nous avons l'exemple, car il y a eu un exemple
dans l'histoire où l'inconcevable a été fait, où on a pris des êtres humains et on les a exterminés comme de la vermine, comme des poux, où on a fait l'inconcevable et où le droit, après, parce qu'il arrive après, a réagi. Et a réagi en restaurant la civilisation. Ce qu'il faudrait faire, ce n'est qu'une opinion. C'est qu'il faudrait juger ceux qui ont fait ça. Les bouchers qui ont osé faire l'inconcevable. Car pragmatiquement, c'est tellement facile de faire l'inconcevable. C'est très facile, pragmatiquement. Intellectuellement, c'est extrêmement difficile d'avoir un être humain face à soi et de ne voir en lui que une mouche. Intellectuellement, c'est très difficile, mais pragmatiquement, prendre une mitraillette et arroser tout le monde et ensuite les achever dans un bain de sang, pragmatiquement, c'est très facile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire comme l'Europe a réussi à le faire. Il faut les juger en tant que eux sont aussi des êtres humains. Ce qu'il faut essayer d'éviter, et c'est peut-être pas gagné, il faut absolument éviter la tentation de ce qu'on va appeler le traitement égal, ce qu'un juriste appellerait le parallélisme des formes. Le parallélisme des formes, ça serait quoi ? Ah, vous nous avez fait ça, bah on va faire pareil. Parce que nous aussi, on sait prendre des armes. Comment ça s'appelle déjà ? Ah oui, l'armée. On en a même plus. Tiens, qu'est-ce qu'on a aussi ? Ah oui, tiens, des chars. Tiens, qu'est-ce qu'on a aussi ? Ah tiens, une bombe. Ah oui, tiens, je me souviens. Ah bah tiens, on a des alliés. On va téléphoner à qui ? Ah bah tiens, aux États-Unis. Ok. Ah, je suis fort, hein. Ah. Ah, virilité, virilité, virilité. Ah, je me sens bien. Ah, t'es quoi, Daesh ? Oh, t'es petit, hein, Daesh. T'as fait ton fer à bras, hein. Mais alors là, hein. Ah, c'est qui le plus fort ? Voilà, voilà. Et maintenant, on rigole moins. Ah, voilà. C'est une tentation. C'est vrai. Bon, c'est un peu tentant. C'est vrai. C'est vrai. Ça s'appelle guerre contre guerre. Ah, tu m'as fait ça ? Eh ben voilà. Et là, on commence à voir la télévision. Ah, c'est la guerre. Ah ben, on va voir, hein. Ah ben, ça va, on va voir, hein. Voilà, guerre contre guerre. Extermination contre extermination. Et puis après, si on est un tout petit peu intello, pas que dans la virilité, parce que Rambo, à un moment, ça s'épuise un tout petit peu, donc on essaye de faire un tout petit peu intello, on va dire loi du talion. Loi du talion. Alors, ils en ont tué 130, et puis il y a eu d'autres victimes, on va compter, hein. On va compter, donc pour le moment 350, si vous voulez, on prend un peu d'avance. Non, parce qu'ils vont bien réussir à en tuer quelques autres. Ouais, on va peut-être faire un forfait. Allez, 500. Allez. On leur en tue 500. J'ai le Vergelt, si vous connaissez en droit allemand. Allez, 500. Je veux dire, loi du talion, hein ? Mais la loi du talion, c'est pas du tout ça. La loi du talion, ça a été très étudié en droit, c'est au contraire pour arrêter la violence. La loi du talion, c'était dans la Bible le fait que c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est ça la loi du talion. Donc c'était un progrès du droit, puisque avant, quand on crevait un œil d'une personne,
pour être sanctionnés, ont crevé les 2 yeux. Et donc la loi du talion est intervenue dans un progrès du droit, car on a arrêté l'escalade, parce qu'à la fin, il n'y avait plus d'yeux à crever, donc du coup, on tuait la personne, vous voyez, donc ça s'appelait l'escalade de la violence, et on va revenir un peu après sur cette idée-là, c'était l'escalade de la violence, et donc on a arrêté en mettant la loi du talion. Donc la loi du talion, c'est ce qui bloque ce qu'on appelle la spirale de la violence. C'est pas du tout le fait que on réagit brut. Vous voyez que ici, vous n'avez plus du tout de filtre, vous n'avez plus du tout de calme, vous n'avez plus du tout de mécanique, vous n'avez plus du tout de qualification. Vous avez juste, tu m'as fait ça, je te fais pareil. Et puis d'ailleurs, tiens, t'es de Daesh, t'es comme tu nul, voilà. Qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu ça? Ce sont des petits cons. Oh, la qualification juridique, quel raffinement. Donc, c'est des petits cons, vous allez voir. Bah, c'est là où on se dit, il y a des études de droit qui se perdent. Voilà ce qu'on a fait pour le grand précédent. Car le grand précédent, c'est le nazisme. Les nazis, dire qu'il y a des choses à leur reprocher, mais en droit, peut-être, le pire du pire, peut-être, c'est d'avoir tué, c'est peut-être pas le nombre, non. C'est d'avoir obligé les êtres humains, avant de mourir, de dire d'abord, je suis une vermine. De dire d'abord, je ne suis pas un être humain, je ne suis pas une personne. Et une fois que la personne s'était déniée comme personne, alors de mourir. Et ça, Jean Kelevitch le dit admirablement, c'est impardonnable. Car, je ne vais pas développer, ce n'est pas le sujet. Mais mourir en disant soi-même que l'on est une vermine, ça, c'est concrétiser dans les faits l'inconcevable. Qu'est-ce qu'on a fait? Comme ça aurait été tentant de prendre tous les nazis à l'époque qu'on avait sous la main, de les mettre devant le mur, de prendre un fusil et de les descendre. Si on était bien énervé, si on était un peu plus calme, peut-être, je ne sais pas, plus raffiné, j'en sais rien, de les torturer un peu avant, je ne sais pas, ça nous aurait passé les nerfs, hein? On n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On leur a donné des avocats. On leur a dit, vous avez sans doute des arguments à faire valoir pour votre défense. Car il est vrai qu'il y a des actes qui sont indéfendables. Mais toute personne est défendable. Vous, et on s'adressait à des gens comme Göring, vous êtes une personne. Donc, on va entendre votre défense. On va vous organiser un procès. Vous ne parlez pas l'anglais? On va vous donner un traducteur. Vous ne connaissez pas le droit? On va vous payer un avocat. On va vous entendre. Il y a des dossiers contre vous? On va vous donner accès au dossier pour que vous puissiez étudier les charges qui sont contre vous. Ensuite, on va faire un procès long, très long. Et puis, on va vous écouter. Et au terme de ce procès qui vous aura, vous,
reconnu, traité, institué comme personne, procès qui est la marque de la civilisation, on vous condamnera. Peut-être, sans doute. Et on choisira la peine qui vous est appropriée. Peut-être sans doute la pendaison. Mais tous n'ont pas été pendus. Alors que au début, on pensait que tous, mais pas tous. Non. Parce que dans un procès, on ne sait jamais. Et que certains avocats ont été particulièrement brillants, ou brillants convaincants, qu'il y avait des arguments, parce que toute personne est défendable. C'est le principe du droit, c'est le principe du procès, c'est le principe d'un tribunal, l'impartialité du tribunal. Ce qui fonde toute la réponse juridique au nazisme, c'est le procès de Nuremberg. Ce magnifique procès, ce terrible procès, dont les bénéficiaires sont ces monstres, ces bourreaux, qui ont été traités, comme ça a été dit ô combien de fois, dire qu'ils ont été traités mieux que leurs victimes, c'est même pas du quantitatif, c'est du qualitatif, ils ont été traités comme des personnes. Oui, c'est la façon dont il fallait leur dire, voilà ce qu'est une civilisation, voilà la réponse de la civilisation que vous vouliez abattre, voilà comment elle vous traite. Voilà la réponse adéquate, la première réponse adéquate. Je l'entends pas souvent mais c'est pourtant ça, le grand précédent. La première chose, c'est de donner aux bourreaux du 13 novembre les meilleurs avocats. Il y en a un qui a déjà pris la parole et il se trouve que c'est le meilleur des avocats. Pourquoi ? Parce que la personne, c'est ce que dans notre civilisation, nous avons de plus sacré. Et là, vous avez, et René Girard vient de décéder, et il n'a pas vu le 13 novembre, je crois qu'il est décédé, le 10. Il a fait ce si grand ouvrage, La violence et le sacré. Dans un système laïque, il y a du sacré. Oh oui. Jean Carbonnier l'a bien expliqué. En droit, ce qui est sacré, c'est la personne. Si le droit n'est pas là pour dire la personne, c'est sacré, les bourreaux, les bouchers du 13 novembre pour le droit, ils sont sacrés. Oui, parce que pour le droit, tout le monde est sacré. Et peut-être vous avez été frappé comme moi d'enfants qui ont été interviewés et les enfants ont dit oui, mais pour moi les gens qui sont dans Daesh, ils sont comme moi. J'ai trouvé que les enfants, comme d'habitude, étaient très rationnels et avaient raison. Ils sont à surtout ne jamais confondre le bourreau et les victimes. Ça non. Ils sont nos bourreaux. Nous sommes leurs victimes. Mais ils ont un élément commun avec nous. Comme nous, ils sont des personnes. Donc comme ils sont des personnes, comme nous, pour le droit, ils sont sacrés. Ils auront des avocats, des droits de défense. Pour ma part, je veux bien que s'ils n'ont pas d'argent, ce soit mes impôts qui leur donnent de l'aide juridictionnelle. Je sais bien que Madame Le Pen ne pense pas ça comme ça, mais pour ma part, je veux bien que mes impôts aillent à l'aide juridictionnelle pour défendre les personnes qui ont commis cette chose atroce, car je les considère encore comme des personnes. Ils le sont par nature. Dès l'instant qu'ils sont des êtres humains, ils sont nés et demeurent égaux à moi. Et si je cesse de les considérer comme sacrés, alors nous entrons dans une spirale absolue de la
violence, car le droit disparaît. Je ne vois pas pourquoi j'enverrais pas une bombe atomique en Syrie. Tiens, ce serait une bonne idée. D'ailleurs, je l'entends régulièrement dans les médias. Et là, un avocat a pris la parole. C'est Henri Leclerc. Henri Leclerc, si un jour vous pouvez entendre Henri Leclerc, vraiment, allez-y. Henri Leclerc, immense pénaliste. Alors, dire qu'il n'a pas beaucoup d'argent, il n'en a pas beaucoup parce qu'il défend toujours, les petits, vous voyez. Il fait des cours d'assises. Voilà, c'est le plus grand. Il est aussi président de la Ligue des droits de l'homme. Il a dit, je suis un peu inquiet. Il a dit ça, alors il a fait un article dans l'IB, puis il a fait aussi un article au recueil d'Alloz, parce qu'il faut quand même de temps en temps qu'on se parle entre nous, entre juristes. Il a dit, je suis quand même un peu inquiet parce que l'état de droit, la réponse juridique, c'est peut-être pas de balancer par la fenêtre l'état de droit. Enfin, ça, c'est plutôt le langage libé, au recueil d'Alloz, on dit ça d'un langage plus technique, mais c'est quand même ça l'idée. Si la réponse juridique, c'est de faire une croix sur le droit, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer d'abord en principe, parce que comme l'idée même des débouchés du 13 novembre, c'est de faire exploser la civilisation, le droit, les personnes. Si la réponse, c'est de faire exploser le droit, écoutez, mais c'est sur un plateau, Écoutez, vraiment, on se retrouve enrôlé. Donc, et après, du point de vue technique, nous allons le voir, ça ne va pas bien se passer non plus. Donc, Henri Leclerc a dit, ne faites pas ça. N'écartez pas tous les droits de la défense. Ne faites pas ad vitam aeternam des perquisitions la nuit chez tout le monde. N'envisagez pas la déchéance automatique de la nationalité chez les binationaux qui reviendraient de Syrie, par exemple. Non. Oui, mais c'est efficace. Non. Depuis quand l'efficacité est le principe du droit? Jamais. Le droit est inefficace? Oui, parce que le droit a d'autres règles que l'efficacité. Et on arrivera sur un ministre qui pourtant est charmant, mais qui a l'air de confondre efficacité et droit. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut essayer d'adopter, et c'est pas facile, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Vous voyez, je me réjouis de n'être pas ministre et de n'avoir vocation à ne l'être jamais. Donc, il faut adopter des mesures efficaces. Qu'est-ce que c'est des mesures juridiques adéquates? Nous voyons bien que en ex post, ce qu'on appelle en ex post, donc après les événements, ce qu'il faudra faire, c'est arriver à les juger. Ils sont quand même assez malins parce que dès l'instant qu'ils sont morts, hop, ils arrivent, Hitler aussi il avait pensé à ça, donc ils arrivent à éviter cet ex post-là qui, par le procès même, condamne leur action. Donc, l'idée, c'est de passer en ex ante. L'ex ante, c'est les dispositifs avant la situation. Ce que la France a pris, c'est de l'ex ante, donc des dispositions qui sont adoptées pour régir le futur. Non pas le 13 novembre, mais ce qui va se passer après. On le fait immédiatement. C'est un décret qu'a pris immédiatement le président de la République, puis une loi, celle du 20 novembre 2015, qui dit on va prolonger l'état d'urgence et on va le rendre plus efficace. Bon, voilà comment ça a été fait. Donc désormais, nous avons des réponses juridiques, non pas pour le passé, mais pour le futur.
D'abord, il y a des choses à ne pas faire. C'est que le droit, comme sans doute vous le savez, est un ordre juridique autonome. Il est autonome. Il est autonome d'autres ordres juridiques, par exemple l'ordre politique. Là, je vous ai mis la photo de quelqu'un que vous connaissez sans doute, c'est ce bon vieux Kelsen. D'habitude, on l'aime bien à Saint-Pau. Allez, Kelsen. Kelsen, en 1931, a dit « Attention, le droit, ce n'est pas l'instrument d'effectivité et de puissance de la volonté politique. Non. » Il a fait une théorie pure du droit pour dire « Le droit est en distance du politique ». C'était assez courageux à l'époque parce que l'ordre politique de l'époque, c'était donc Hitler. Donc avant de se carapater aux États-Unis pour ne pas payer trop cher l'émission de sa théorie et face à un autre théoricien qui ne pensait pas ça, car vous savez de quel il s'agit, il expliquait bien qu'il ne faut surtout pas confondre l'ordre politique et l'ordre juridique. Quand on vous dit par exemple, nous sommes en guerre, non, nous ne sommes pas du tout en guerre. Le droit donne des définitions de la guerre, des qualifications de la guerre. La guerre, elle est qualifiée par des textes, par des conventions internationales. Il y a des conditions pour être en guerre. Donc on n'est pas en guerre. On ne peut pas prendre des instruments de guerre dans une situation qui, juridiquement, n'est pas celle de la guerre. Dans l'ordre politique, on peut l'être. Oui, mais pas dans l'ordre juridique. Donc, la première chose, c'est de garder les frontières du droit. La deuxième chose, c'est que il y a une autonomie de l'ordre juridique et de l'ordre religieux. Oui, c'est l'article 1 de la Constitution. Peut-être ça paraît pas un texte important, mais quand même, c'est l'article 1 de la Constitution. La France est une république indivisible, laïque. Après, c'est des petits mots qui n'ont pas beaucoup d'importance. Enfin, démocratique et sociale. Oui. Donc, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout au début, le fait qu'il ait dit, par exemple, qu'il faisait ça au nom d'un Dieu, est-ce que c'est un fait pertinent pour la qualification ? Non. Parce que en France, le fait qu'il y ait une guerre de religion, on s'en fiche, à vrai dire, parce que ça ne peut pas exister pour nous. Nous ne sommes pas dans un système de droit religieux. Donc, c'est un fait non pertinent. Nous avons une loi de 1905 qui sépare l'État et l'Église. La religion est un fait. Le principe de laïcité est un principe constitutionnel qui fait que l'État est neutre, d'une part, et qu'il protège la liberté religieuse de chacun. Donc, il faut absolument en rester là. Or, nous avons de plus en plus des propositions qui disent « Il y a un problème religieux. La solution juridique est de réinjecter du religieux dans le droit, ce qui va résoudre le problème de fait issu de la religion. » Là, je me dis, mais faites-leur faire du droit. Je lis dans des livres de grande valeur. La France est un pays catholique. Allez, quand même, ne l'oublions pas. J'entends dire, on rit la première fois, pas la deuxième. Et là, quand même, on se dit,
il faut créer 2 catégories de citoyens. Et puis après, il faut les hiérarchiser. Alors, il y a les chrétiens, parce que eux, c'est quand même l'histoire. Hein. Puis après, il y a les musulmans. Et ça, il faudrait que le droit, je ne sais pas de quelle couleur devraient être les toiles, j'en sais rien, mais il faudrait les marquer pour bien les repérer. Je ne sais pas quelle est la lettre qui devrait porter l'affiche, j'en sais rien, donc il faudrait les repérer pour qu'ils aient un régime juridique propre. Et il faudrait bien marquer qu'ils devraient avoir moins de droits. Un discours comme ça relève du tribunal correctionnel. Car ça s'appelle une incitation à la haine. Car ce n'était pas mon sujet, mais vous sentez bien que tout ça baigne dans une haine, mais immense. Et que nous avons un droit qui, comme il peut, hein, le pauvre chouchou, et le droit quand même, il peut pas quand même grand-chose, mais il donne un peu d'instruments, notamment du droit pénal. Et que quand vous avez des discours de haine, ça relève du droit pénal. Là, c'est une proposition politique. Non, personne qui dit ça, non seulement elle ne va pas du tout directement devant le tribunal correctionnel, personne n'y pense, mais il y a des gens qui trouvent que c'est une bonne idée. Le droit est un système laïque. Ce n'est pas la même chose qu'un ordre religieux. Donc peut-être déjà rappeler ça. Pardon, ça paraît élémentaire, mais à un moment on se dit que peut-être faudrait rappeler ces choses à ce point élémentaire. Du point de vue plus technique, mais je ne voudrais pas aller dans trop de techniques. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on va identifier plusieurs futurs. Et ce sera le dernier point de mon intervention excusez-moi, elle est un peu longue, je vous prie de m'en excuser. Quel est le futur ? D'abord, comme il convient dans un choc terrible, que chacun d'entre nous et l'ensemble du corps social, nous subissons ce choc devant avoir pour réaction le fait que nous devons tous faire bloc. C'est que nous nous figeons. C'est l'état d'urgence. L'état d'urgence est une notion juridique peu connue parce qu'elle a été pensée par la loi de 1955. Nous connaissions l'état de siège qui était quelque chose lié à la guerre. L'état d'urgence est quelque chose qui a été pensé en France au regard de la guerre d'Algérie et quelque chose qu'on n'a pas eu tellement le temps d'activer parce que nous vivions en paix totale. Hein. Nous avions finalement l'état de guerre au sens juridique et donc avec l'état de siège et puis ensuite quelque chose de pas tout à fait net avec l'état d'urgence mais assez peu activé. Donc quand nous avons des événements de ce type, le temps se fige. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'urgence ? C'est un état qui permet de suspendre le temps et normalement, de prendre quelques mesures comme le nom l'indique, d'urgence, le temps de se retourner. C'est ça un état d'urgence. C'est pas l'état de siège, c'est l'état d'urgence. Donc vous suspendez le temps, c'est pour ça que ça ne peut pas durer longtemps. Là, l'État ne peut pas suivre le droit. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, le droit c'est une machine avec des filtres. C'est lent, c'est mécanique, ça n'a pas d'émotion, pas de sentiment. C'est comme ça que s'arrête la violence. Donc, du coup, ça va pas. Du coup, on suspend les juges, les appels, toutes ces choses-là. On peut aller très vite, on écarte les procédures, on peut se retourner. Il ne faut pas que ça dure longtemps. C'est normal puisque de toute façon, on fait tout dans l'urgence. Donc le fait que ça ne dure pas longtemps et que ce soit un état d'urgence, tout ça, est parfaitement normal. Oui, c'est pour ça qu'on prend un décret. Le président de la République prend un décret et puis dit, pendant quelques jours, laissez à l'État le temps de se retourner. Oui, bien sûr. On prend une loi.
C'est la loi du 20 novembre 2015 qui dit « Nous prolongeons l'état d'urgence ». Bon, bien. Je croyais que maintenant les choses allaient beaucoup plus vite qu'en 1955, qu'il y avait des avions, des ordinateurs, des logiciels, des téléphones portables. Mais bon, admettons qu'il faille le prolonger tout à fait. Là, Henri Leclerc fait quand même remarquer que quand vous lisez la loi du 20 novembre 2015, il est dit « Il faut que l'État puisse prendre des mesures efficaces », car c'est vrai que les droits de la défense, c'est des sacrés bâtons dans les roues pour l'efficacité, je le reconnais. Donc, il faut que l'État puisse prendre des mesures efficaces jusqu'à ce que le terrorisme disparaisse. Ah ben on n'est pas couché, c'est sûr. C'est sûr que si c'est ça le délai, bon ben là on est dans... il y avait le coup d'état permanent, ben maintenant il y a l'état d'urgence permanent. Et là, ils sont peut-être mauvais juristes, mais ils ne sont pas complètement idiots. Ils se disent, bon, peut-être qu'on va mettre ça dans la Constitution. Pourquoi ? Ben parce que c'est totalement contraire à la Constitution. Parce qu'on ne peut pas dire, bon, là, je ne respecte pas le droit, mais ce n'est pas pour longtemps, mais c'est un pas longtemps qui durera jusqu'à le temps que le terrorisme dure. Bon, d'accord, c'est pour toujours. Donc, là, la Constitution est quand même en jeu. Et donc, la solution pour procurer, comment on dit ça, de la sécurité juridique, on va dire, on va constitutionnaliser l'état d'urgence. Et là, on se met à regarder du côté des États-Unis, et vous savez que les États-Unis, ils ont fait pareil, ils ont fait le Patriot Act, qui a balancé par la fenêtre tous les droits de la défense en disant non, la patrie est en danger, tiens, à propos, on va un peu torturer les personnes, parce que comme ça, ils donnent des informations, c'est quand même bien, voilà. Et là, le Congrès, il a eu face à lui la Cour suprême. Et la Cour suprême a dit non. Donc, voilà ce qui va se passer. C'est que vous avez plusieurs futurs. Vous avez ce futur qui est gelé. Ce futur, soi-disant, provisoire, qui ne va pas durer longtemps, mais enfin, on ne sait pas quand est-ce qu'il s'arrête. C'est l'état d'urgence. Vous avez ensuite l'avenir anticipé pour qu'il n'arrive pas. C'est le futur où, si on ne fait rien, c'est vous les prochaines victimes, c'est moi les prochaines victimes, c'est François Laval la prochaine victime, c'est vous la prochaine victime. Tant qu'à faire, on voudrait que non. Donc, on met en place des mesures juridiques pour que cet avenir-là n'arrive pas. Et ça, c'est la problématique du risque. On met des mesures juridiques parce qu'on a identifié un risque et on fait en sorte de suffisamment bien maîtriser le risque, comprendre le risque pour que la crise n'arrive pas. Donc, par exemple, on a tellement bien mis en place, et c'est vrai, et merci, des techniques de prévention, contrôle, perquisition, arrestation, écoute, etc., que on a eu le drame du 13 novembre, on n'a pas l'explosion du 18 à la Défense. Donc voilà, l'avenir, c'est que le 18 novembre, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Voilà un avenir qui est arrivé où il ne se passe rien. C'est un avenir anticipé pour qu'il ne vienne pas. Quelle est la problématique ? C'est la problématique pure du renseignement. Donc, aujourd'hui est en train de se mettre en place un droit du renseignement. Or ça, il ne faut pas croire que le droit s'est mis à évoluer à partir du 13 novembre simplement. Car vous avez une loi, qui est la loi du 24 juillet 2015, dans laquelle notre Premier ministre a été très actif pour son adoption. C'est la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. L'idée est la suivante. Quelle est la grande arme ?
l'information. L'information est le secret. C'est tout. Donc, si on veut que cela n'arrive pas, il faut qu'on ait les données, d'une part, qu'on puisse les stocker, en deuxième part, et qu'on puisse ensuite construire les métadonnées, en troisième part. Les métadonnées qui vont me permettre de comprendre que si j'ai tel et tel et tel et tel et tel et tel élément, alors je vais pouvoir prédire l'avenir et savoir que dans un temps déterminé, à tel endroit déterminé, alors il se passera ceci, alors je pourrai agir ex ante et ça n'arrivera pas. Et ça, je ne peux pas le faire toute seule. Je vais pouvoir le faire si je m'allie avec les Allemands, les Anglais, les Russes, j'en sais rien, mais les Américains. Et là, en même temps qu'on a pris cette loi, c'est le Conseil constitutionnel, cette loi passait quand même difficilement parce que vous avez quelques principes constitutionnels assez solides, des petites choses, vie privée, des choses comme ça. Bon, a instauré une commission qui va jouer un rôle essentiel. C'est la commission de contrôle des techniques de renseignement. Les techniques de renseignement, vous avez tous des téléphones portables. Voyez celui que vous vouliez vendre à 75 €, comme vous le savez. Tout ce qu'il y a dans votre téléphone portable, c'est quoi? C'est votre vie. C'est votre vie, c'est vos préférences, c'est votre avenir. De toute façon, c'est pas grave. De toute façon, il est déjà entièrement... Toute votre vie est aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la Commission européenne a fait, en accord avec la CIA, avec les États-Unis, a fait un accord pour que toutes les données soient transférées. Très bien. Peut-être vous avez vu passer un arrêt extrêmement important, qui est l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2015. Cet arrêt du 6 octobre 2015, qui a été déclenché par un activiste autrichien, qui a dit « moi je veux pas. Ma vie, c'est ma vie. Je veux pas. Je ne veux pas qu'il y ait ce transfert de toutes mes données personnelles qui est transféré en réalité par Apple, Facebook, etc., qui transfèrent toutes les données aux États-Unis. Je veux pas. » Ça a fait rire tout le monde. Je dis, qu'est-ce que c'est qu'il a les cheveux longs voilà. Oui, le problème, c'est qu'il a gagné. Et que la Cour de justice de l'Union européenne a dit, il n'y a pas de problème de transférer, sans l'accord des gens, de transférer la totalité de toutes les données personnelles aux États-Unis. Il y a un petit problème. C'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas les garanties fondamentales sur les données personnelles au bénéfice des personnes. Donc, l'accord qui existe entre l'Europe et les États-Unis, nous l'annulons. Alors là, Barack Obama, dans le quart d'heure qui a suivi, a convoqué le G29 en disant « Attendez, l'ordre juridique et les juges, ça va bien. Donc maintenant, l'ordre politique. Parce que si on ne construit pas les métadonnées, qu'on ne sait pas exactement le futur des gens, etc., écoutez, allez, sautez sur les bombes. Et là, vous avez un choix ou une articulation entre l'ordre juridique, l'ordre politique. Et vous voyez que ça s'appelle, on appelle ça un dossier président. Parce que vous avez la Cour de justice de l'Union européenne et vous avez la Maison-Blanche en face. Et au milieu, au passage, vous avez tout le business plan de Facebook. Et tout ça, après, vous avez un petit baba cool autrichien qui a mis... Voilà ce que c'est que le droit. Continuons. Car il n'y a pas que le futur, et ce sera mon dernier mot. Nous n'avons pas, avant-dernier, nous n'avons pas que le futur. Après, c'est fini. Enfin, est fini, hélas. Pas hélas, mais je crains que nous n'entrions dans des moments. Je compte beaucoup sur vous. Donc, il n'y a pas que le futur qu'on anticipe
pour qu'on n'advienne pas. Il y a aussi le venir qu'on anticipe pour le construire. Pour le construire. Car, bien sûr que ce sont des bourreaux, qu'il faut les juger, qu'il faut les condamner, que ce qu'ils ont fait c'est atroce, qu'ils ont tué des tas de personnes. S'ils avaient pu en tuer plus, ils l'auraient fait. Ils ont été... C'est inqualifiable. C'est inqualifiable. Mais ce sont des êtres humains. L'avenir qu'il faut construire, c'est un avenir où ils puissent exister comme une personne. Nous avons aujourd'hui un problème politique et social, puisque nous avons des êtres humains qui, semble-t-il, n'ont le sentiment de ne plus appartenir au groupe social. Sans doute. Nous avons sans doute un problème qui est aussi juridique, de loi commune. Si des êtres humains ont l'impression qu'ils n'appartiennent pas à la loi commune, soit parce qu'ils ne la reconnaissent pas, soit parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus en bénéficier. Et sans doute, d'après ce qu'on comprend, s'ils vont chercher une autre loi commune, d'un Dieu qui dirait tiens, je ne t'aime que toi, tu peux tuer tous les autres, vous voyez, un Dieu sympathique. Donc, s'ils vont chercher ce Dieu-là, c'est peut-être parce que la loi commune, appelée la loi républicaine, n'a pas voulu d'eux. C'est possible. Ce qu'on appelait le contrat social, quelque chose comme ça. Cette loi commune, où est-ce qu'on va la chercher? Là, j'ai entendu ce ministre si beau garçon, si sympathique, qui dit, alors la solution, mais je ne veux pas faire ça trop ironiquement, parce qu'on n'a tellement pas de solution que pourquoi pas? Chacun se gratte la tête et il a une tête bien faite et bien construite, donc il se dit, bon, la solution, c'est le marché. Si ces petits gars-là, on leur donne possibilité de travailler, de faire de l'entreprise, voilà, le marché. Là, ils vont participer. Si vous connaissez la thèse de Rosanvallon, finalement, la main invisible du marché, c'est la même chose que la fraternité rousseauiste, tous entrepreneurs, c'est pourquoi pas, La loi du marché, ça serait une nouvelle sorte de loi commune, de fraternité, tous capitalistes, pourquoi pas. C'est ce qu'il a dit samedi soir. Pour ma part, je ne pense pas que l'ajustement de l'offre et de la demande, tous offreurs, tous demandeurs, ce soit la loi commune républicaine. Mais c'est parce que je dois être prof de droit grognon, jalouse des inspecteurs des finances. Je pense que ça doit être ça. Mais le marché comme loi commune, non. Je pourrais faire toute une autre conférence pour redire non sur un autre ton. Ce que je pourrais dire en conclusion, mais vraiment, je le crois, c'est que c'est vrai que le droit, c'est que des mots. C'est vrai. Peut-être qu'il vaut mieux lâcher des bombes, tous les fusiller, mettre du marché partout, c'est possible. Le droit, ce n'est que des mots. C'est vrai. C'est vrai qu'en plus le droit, c'est inefficace. C'est vrai. On donne des avocats aux plus grands criminels, des droits de la défense, c'est long, ça marche pas très bien. Et puis en plus, il y a le droit allemand, le droit français, le droit anglais. On n'est même pas foutu de faire un droit global, etc. Ouais, c'est vrai. C'est un peu nul. Tout ça, c'est vrai. Mais, vraiment, la langue, c'est quand même la civilisation. C'est ça. Ensuite, tant qu'on n'exprime que des choses concevables, tant qu'on ne s'exprime
que par des mots. Au lieu de donner un grand coup de poing, une claque, ou bien un coup de revolver ou de Kalachnikov, vous voyez, quelqu'un qui vous énerve bien. Quand on n'utilise que ça, qu'on est même obligé de structurer les phrases avec un mot, un verbe, un complément, automatiquement, on se tient. Ce qu'on voit des bourreaux, c'est qu'ils ont même perdu l'usage du langage. Le droit ne peut s'exprimer que par les mots. En cela, vraiment, il y a un lien fondamental entre le droit, les mots et la culture. Vous connaissez le mot célèbre de Churchill à qui on disait « Bon, allez, réduisez le budget de la culture puisque nous sommes en temps de guerre. » Et il a dit « Mais pourquoi est-ce que nous nous battons si ce n'est pour la culture ?» La seule solution, pas la seule solution, mais n'oubliez pas de préserver les mots et de donner les mots à ces êtres humains qui sont des bourreaux, mais qui sont quand même des êtres humains, mais peut-être auxquels on a ôté ce pouvoir des mots. Et peut-être que le mot qu'il faudrait leur donner, c'est justement ce qu'ils ont dénié aux autres et que peut-être on serait tenté de leur dénier, qui est celui de personne.